Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les vins du Nouveau Monde. J'espère que vous avez passé un bon déconfinement, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont suivi nos webinaires pendant le confinement et qui sont de retour aujourd'hui. Bonjour Julien. Je vais laisser chacun s'installer. On va reprendre un petit peu du coup toutes les consignes du webinaire. Donc bien sûr le chat pour se dire bonjour, les questions pour que vous posiez des questions plutôt relatives au contenu du webinaire. Et moi je vous poserai des questions via l'onglet sondage que vous allez trouver aussi en haut à droite de votre écran. Je vais d'ailleurs vous partager une première petite question à laquelle vous allez pouvoir commencer à répondre sur votre consommation un petit peu de vin du monde, ou en tout cas hors de la France et des frontières européennes. Donc voilà, j'ai publié un sondage, donc n'hésitez pas à aller y répondre. La question c'est avez-vous déjà bu des vins produits en dehors des frontières européennes? Et si oui, est-ce que c'était à l'occasion d'un voyage ou est-ce que c'était une consommation classique en France? Vous pouvez peut-être préciser dans le chat si c'était des vins que vous alliez acheter chez un caviste, que vous vouliez découvrir, par exemple, des choses comme ça. N'hésitez pas à répondre. Alors, je vois qu'on a déjà des réponses. J'espère également que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Je vais commencer à vous partager les slides de la présentation dans 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc, je vois qu'on a une majorité de personnes qui ont déjà bu effectivement des vins hors Europe. Mais par contre, c'était lors d'un voyage majoritairement. Donc, pas forcément une consommation qu'on a en France habituellement à la maison ou chez des amis. Je vais commencer à vous partager du coup les slides de la présentation. Ah oui, mais les vins italiens, ça ne compte pas, Muriel, c'est dans l'Europe. Non, non, je vous parle vraiment des frontières très lointaines. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà bu des vins venus des Amériques, des vins africains, etc. Parce qu'évidemment, des vins italiens, en France, on en boit pas mal. Ah, voilà, des vins du Chili. C'est un des pays plébiscités par les Français et par les connaisseurs, donc ça ne m'étonne pas. Alors, je vous partage les slides. Voilà, donc on est parti pour la présentation. N'hésitez pas à intervenir dans questions ou dans le chat pour toute remarque au cours de la présentation. On répondra avec plaisir. Donc, juste cuvée privée, je ne nous présente pas, vous avez une photo de l'équipe qui date maintenant d'il y a quelques mois. Moi, c'est Marie et je serais ravie de répondre à vos questions par mail à la suite du webinaire s'il vous en reste encore. Donc, la première question, on a vu qu'il y avait une majorité de personnes qui avaient déjà bu des vins qui venaient du dehors des frontières de l'Union européenne, mais plutôt en voyage. C'est assez rare en France, effectivement, et d'ailleurs, c'est très difficile à trouver. D'ailleurs, la France, c'est un des pays, comme vous le savez déjà certainement, qui consomme le plus de vin, mais c'est aussi un des pays qui en importe le moins. Donc, comme vous pouvez voir sur ce graphique, la France est tout en haut, donc grand consommateur, mais tout à gauche, donc petit importateur. Contrairement à des pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, qui vont consommer moyennement, mais qui vont importer toute la production puisqu'ils en produisent très peu. Et d'ailleurs, quand on importe du vin en France, on importe surtout du vin européen. Donc finalement, les vins du Nouveau Monde sont assez peu présents. Vous voyez que les pays un petit peu du podium, c'est l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Après, on a Allemagne, Royaume-Uni et autres. Et en fait, tout ce qui est vert représente une petite partie par rapport à la consommation des vins en France et même des vins importés en France. Donc, en fait, c'est un constat
pas d'échec, mais de mauvaises connaissances qu'on fait ensemble. Les Français n'en consomment pas beaucoup et de fait ne connaissent pas bien les vins du Nouveau Monde. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire ce webinaire sur ce thème pour essayer de comprendre un petit peu qui ils étaient, comment ils étaient et vous amener à les découvrir. Donc déjà, qu'est-ce que le Nouveau Monde d'un point de vue global? Le Nouveau Monde, c'est un terme qui a été inventé par Amerigo Vespucci, un grand explorateur, lors de la découverte de deux nouveaux continents, donc les Amériques et l'Océanie. Là, je vous ai mis en photo la dernière carte, la carte la plus précise du monde que l'on ait avant les grandes découvertes. Vous voyez qu'il y a un grand continent de l'Eurasie et l'Afrique en dessous, mais c'est tout. Et c'est ce nouveau monde va désigner les continents découverts à cette époque des grandes découvertes. Et c'est un terme qu'on a gardé pour le vin particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes typicités communes au Nouveau Monde, notamment historiques. En fait, il y avait là-bas pas de vin avant l'arrivée des colons, notamment des colons espagnols, italiens. Bien que la vigne soit présente aux Amériques, c'était juste pour du raisin de table, donc il n'y avait pas du tout de fermentation. Et les premières productions de vin, elles ont été à destination des colons pour reproduire tout simplement le régime assez européen qu'ils avaient et le vin qu'ils buvaient, parce que à l'époque c'était très difficile de transporter du vin. On n'avait pas inventé le bouchon en liège, on bouchait encore les bouteilles avec du chanvre et souvent les bouteilles n'arrivaient pas à faire le voyage jusqu'au prochain continent. Pour ça qu'on a commencé à faire du vin sur place. Et en fait, dès 1595, ce qui est intéressant, c'est que la couronne espagnole, elle va interdire la nouvelle plantation de vignobles parce qu'elle commence à se rendre compte que ça fait de la concurrence au vin ibérique. Donc, vous voyez, dès qu'on a commencé à pouvoir les transporter, on s'est dit, mince, on a planté tellement de vignes aux Amériques, notamment au Mexique, au Chili, au Pérou, que peut-être ça va commencer à nous porter préjudice. En fait, dès le départ, il y a des pays qui se distinguent sur le continent américain. Le Mexique, qui a été très contraint par les Espagnols, il va toujours importer beaucoup de vin. Et encore aujourd'hui, c'est pas un vin c'est pas un pays où le vin est extrêmement développé. Alors que le Pérou, le Chili, l'Argentine, qui sont encore aujourd'hui des vins à très grande tradition viticole, ils avaient déjà une production presque autosuffisante quelques dizaines, centaines d'années après l'arrivée des colons. Donc on voit vraiment qu'il y a des pays où le vin, même dans les mœurs, se développe plus qu'ailleurs. Après, bien sûr, le développement de la vigne, il va de pair avec le développement économique des régions. Un très bel exemple, c'est par exemple la région de Mendoza, qui se situe en Argentine, qui est la plus grande région, la plus réputée en tout cas, région viticole argentine, et qui s'est développée au moment où en fait on a créé la ligne de chemin de fer entre Buenos Aires et Mendoza. C'est là que la vigne a explosé dans cette région. En Afrique du Sud, ça a été très difficile d'implanter la vigne au départ parce qu'on avait du mal à s'adapter au climat. Mais quand on a réussi, les régions sont très vite devenues très réputées. Et il y a notamment une petite région qui s'appelle la région de Constance, qui produit le vin de Constance, qui est un vin liquoreux, qui, dès l'époque de Louis XVI et de Napoléon, a été importé en Europe et a été sur toutes les tables des plus grandes cours européennes. Donc en fait, c'est pas une nouvelle chose, une nouvelle mode pour les Européens de boire des vins venus d'ailleurs. Au contraire, ça s'est même un peu perdu et on avait vraiment déjà cette tradition à l'époque, à la cour à Versailles notamment. Alors, je vais juste m'arrêter une petite minute pour répondre à la question de Juliette qui nous demande s'il y a une différence de typicité entre un liquoreux de Constance et un liquoreux de Sauternes. Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile de les comparer sans verre à la main, mais c'est déjà pas exactement les mêmes cépages et vous allez avoir un vin de Constance, c'est très particulier en fait. Ça s'éloigne du vin si vous voulez. Parce qu'il y a aussi une vinification très spéciale, alors que le Sauterne, c'est vraiment ça reste un vin, c'est un liquoreux, mais c'est vraiment un vin. Vin de Constance, on est presque dans du mutage et des fermentations un peu plus complexes. Donc c'est un peu différent. Alors, je continue. Donc si on revient un petit peu à l'actualité, en tout cas c'était en 2017, on a un classement des pays producteurs de vin en volume
qui fait figurer quand même pas moins de 5 pays du Nouveau Monde dans son top, avec les États-Unis, l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud dont on vient de parler, et le Chili. Donc finalement, sur la scène internationale, ce sont des pays très importants. Donc, je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas détrôné le trio de tête Italie, France, Espagne, hein, mais on voit quand même qu'ils ont une place importante pour le vin dans le monde. Donc, petite question pour voir si les frontières du Nouveau Monde sont claires pour tout le monde. Quels pays font partie du Nouveau Monde selon vous? Alors, je vous ai mis une liste de plusieurs possibilités. Donc, est-ce que c'est Argentine, Mexique, Roumanie, Grèce, USA, Australie, Afrique du Sud, Chili, Nouvelle-Zélande, Chine, Algérie, Argentine? Donc, je vous rappelle qu'on a parlé de la découverte des 2 continents, mais que ce n'est pas exclusif, puisqu'on a rajouté l'Afrique du Sud à cette liste. Mais je vois que tout le monde a répondu USA, Australie, Afrique du Sud et Chili, donc je suis rassurée, vous avez bien suivi. Si on continue du coup dans notre présentation, il faut s'intéresser de plus près aux pays importants du Nouveau Monde, importants pour le vin. Le premier, je pense qu'il est loin devant les autres, c'est les États-Unis. Ce qui est intéressant dans le vignoble américain, c'est qu'il est très côtier. Donc, en fait, les 2 grandes parties, ce sont l'État de New York et après, vous avez toute la côte ouest, avec notamment la Californie et l'Oregon. Il a une histoire vraiment classique, donc avec l'importation de la vigne par les colons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vigne aujourd'hui, elle est présente dans les 50 États américains continentaux, et c'est devenu le 4e producteur mondial de vin. Là, on vous a donc mis les régions vraiment importantes, réputées et surtout exportatrices de vin. Il y a tous les cépages qu'on appelle internationaux aux États-Unis, donc Chardonnay, Riesling, Sauvignon blanc, que vous allez retrouver aussi en France. Et pour les rouges, Merlot, Cabernet Sauvignon, Zinfandel, qui est un cépage un peu particulier qui peut faire du rosé sucré, du rouge. C'est un peu un cépage avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et le pinot noir. Si on s'intéresse un petit peu plus à une région en particulier, il faut s'arrêter en Californie aux États-Unis, parce qu'en fait, ça représente 90% du volume de vin produit. Donc, c'est quand même assez énorme et c'est là que se concentrent beaucoup de choses. La Californie, elle est viticole depuis plus de 4 siècles, hein, c'est vraiment pas nouveau. Et elle se vend essentiellement sur le marché américain, mais il y a des vins très connus maintenant. Il y a de plus en plus de dégustations, notamment dans les années 70, on opposait beaucoup les grands crus français aux vins californiens. Et ils ont vraiment eu une reconnaissance mondiale à ce moment-là, où à l'aveugle, de grands dégustateurs ont dû s'avouer vaincus et reconnaître à la Californie un très grand savoir-faire. Donc les typicités un petit peu climatiques qui font de la Californie un état si particulier pour le vin, c'est sa chaleur. Hein. Je pense que vous avez cet imaginaire aussi de la chaleur californienne. Il faut faire attention, cependant, les régions viticoles les plus importantes, elles sont pas au sud très chaud de San Diego et de Los Angeles. C'est surtout autour de San Francisco, donc avec un climat quand même un petit peu plus tempéré et océanique. Et on peut avoir tout type de vins et de cépages. Ça va des cabernets très puissants aux pinot noirs élégants. Et tous les cépages présents aux États-Unis sont aussi présents en Californie. Dans la Californie, vous allez trouver la région la plus connue qui s'appelle la Napa Valley. Donc, vous la voyez là sur la carte au milieu de la Californie. Et si on s'intéresse à celle-ci, on se rend compte que c'est très impressionnant la diversité du vignoble américain, puisque là encore, sur un espace assez restreint, on a une quantité incroyable de cépages. On a à nouveau des cabernets, des merlots, des pinots, mais aussi pas mal de blancs, avec du chardonnay et du sauvignon blanc. Et dans cette région, on va faire des cabernets très réputés, on va faire des pinots noirs aussi réputés, et on va aussi produire beaucoup d'effervescents, notamment des marques de champagne qui se sont installées là-bas. Je pense à Moët et Chandon qui a installé son premier domaine Chandon, donc son domaine hors Champagne, en Napa Valley.
Donc voilà, une région au nord de la Californie qui est difficile à définir parce qu'on y produit vraiment tout type de vin, mais à chaque fois de la meilleure qualité possible sur le territoire. Je vous ai mis du coup deux bouteilles un petit peu emblématiques de cette région. La première, c'est Opus One, qui est un peu le mouton Rothschild californien, et c'est d'ailleurs en lien avec le groupe Mouton Rothschild. Donc là, on est vraiment sur les cabernets assez charpentés que par exemple Robert Parker aime beaucoup. Et je vous ai mis aussi vraiment un autre style qui est le vin de Robert Mondavi, qui est lui du Pinot Noir et donc là qu'on peut beaucoup plus comparer à la Bourgogne. En fait, c'est une sous-région vraiment très fraîche de la Napa Valley parce qu'il y a des parties fraîches qui est comparée par beaucoup de connaisseurs à des vins de Bourgogne. Si on change de pays, on va un petit peu plus au sud, direction de l'Argentine. C'est un vin aussi qui a une histoire viticole très intéressante. Il y a eu une instabilité politique dans les années 70 qui a fait que il n'y avait pas beaucoup d'investissements et que les vignes étaient un peu négligées. Et en fait, c'est dans les années 90, lors du redressement du pays, que le monde entier a découvert les Malbecs argentins et notamment Robert Parker, hein, ce grand dégustateur américain, qui est devenu un grand fan des Malbecs de Mendoza, donc cette région que vous voyez ici en rose sur la carte, qui se situe au cœur de l'Argentine et qui est longée par les Andes, qui est vraiment voilà, la région réputée d'Argentine par excellence. Donc, la typicité argentine, c'est que c'est un pays dont le vignoble est haut en altitude. On a des vignes jusqu'à 3000 mètres, pardon, d'altitude, donc c'est assez significatif. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pourrait représenter en France. 3000 mètres, c'est quand même des sommets assez élevés. On est très loin d'y voir des vignes chez nous. Et donc, il y a un climat assez extrême de par l'altitude, de par le fait que les Andes coupent le pays de l'influence océanique. Donc voilà, un petit peu les extrêmes qui se rencontrent. Au niveau des cépages, en Argentine, qui est un cépage autochtone blanc typique, et comme on l'a dit, beaucoup de Malbec, un cépage phare qui est le plus cultivé d'Argentine, et c'est aussi en Argentine qu'on en trouve le plus. C'est un cépage que vous allez retrouver par exemple un petit peu à Bordeaux, mais aussi dans des régions françaises du sud-ouest comme à Cahors. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Alors, j'en profite pour regarder un petit peu ce que vous nous dites sur le chat. Il y a des géants dans le livre qui ont également investi dans la Napa Valley, tout à fait. En fait, il y a énormément de grandes stars qui ont investi dans les domaines de Napa et d'une autre sous-région juste à côté qui s'appelle la Sonoma Valley, qui est un petit peu la région montante juste à côté. Mais ouais, tout à fait. Je vois que Morgane vous a répondu, c'est Coppola est un des grands noms, un des grands noms de la région, effectivement. Alors, on continue du coup sur l'Argentine où je vous ai fait un petit focus sur Mendoza, donc on en a déjà parlé, hein. Vous voyez les montagnes et les vignes qui se font face, c'est assez impressionnant. Et elle est à la frontière vraiment contre le Chili, à la fois désertique avec beaucoup d'altitude. C'est un climat qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Malbec, c'est un cépage quand même assez particulier. Il est puissant et il procure beaucoup d'épices au vin. Donc, les vins argentins sont réputés pour leurs épices qui vont se marier avec la célèbre viande argentine, célèbre dans le monde entier. Le Chili, son voisin longiligne, donc là encore, une histoire coloniale avec les vignes plantées lors de l'arrivée des Espagnols. Et il y a aussi beaucoup de vignerons français qui vont débarquer au Chili et qui vont apporter une grande tradition bordelaise avec les cépages, notamment le Cabernet. Et donc dès le départ, il va y avoir un lien assez fort entre le Chili et Bordeaux. La typicité, c'est la typicité géographique du pays, hein, je pense que vous la connaissez. Un vignoble de 900 km de long avec seulement 100 km de large, d'est en ouest. Donc, il y a à la fois une petite surface, mais qui jouit d'une diversité de climats et de latitudes très intéressantes. Voilà, et donc les cépages, on a le chardonnay, hein, bizarrement peut-être, mais un cépage international qui a la capacité
de s'épanouir partout. C'est ce qu'on dit quand on doit définir le chardonnay. Il est très bien dans les régions chaudes, très bien dans les régions fraîches. Il peut faire tout type de vin. Et bien sûr, le Carmener, un cépage rouge qui est typique du Chili, dont on parlait tout à l'heure sur le chat, je crois, avec des notes herbacées assez caractéristiques. Mais au Chili, vous allez trouver, comme je disais tout à l'heure, aussi tous les cépages qu'on rencontre à Bordeaux. J'ai choisi, c'était difficile de choisir une région pour le Chili, mais on a choisi la Colchagua Valley, qui est une région dans le cœur de la vallée centrale, au sud de Santiago. Et là, on trouve vraiment des températures chaudes, très chaudes, mais une influence océanique humide. Donc là encore, quelque chose d'assez particulier qui va rendre cette région du Chili tout à fait spécifique. On y trouvera beaucoup de Cabernet Sauvignon sur le modèle bordelais, comme on le disait, et des fruits vraiment un peu confits, des fortes chaleurs, des degrés élevés. C'est vraiment les caractéristiques qu'on a dans l'imaginaire français quand on pense à un vin chilien. C'est assez typique. Alors, vous avez une petite question de sondage. Donc, quelle part, pardon, la Californie prend-elle dans la production de vin aux États-Unis? Donc, je vous publie ça tout de suite. Voilà, je vous laisse répondre. Donc, est-ce que c'est 40, 65, 80 ou 90%? Ah, je vois que les réponses sont partagées. Ben, la bonne réponse, c'était 90%. C'est impressionnant. Après, quand vous avez vu la carte viticole des États-Unis, c'est peut-être pas si surprenant que ça, parce que c'est quand même très concentré sur la côte ouest. Et en plus, ben, comme vous le savez, la Californie, c'est très grand, hein. Ça a la même surface, voire plus grand que la France. Donc, ça laisse beaucoup de place à beaucoup d'hectares de vignes. Si on change un petit peu, on va complètement changer de continent. On va partir à l'est et on va partir en Afrique. L'Afrique du Sud, comme je vous le disais, c'est considéré aussi en termes viticoles comme un vin du Nouveau Monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une tradition et une histoire viticole commune de par la vigne qui a été apportée par les colons, plantée, développée, etc. Donc, ça a vraiment les mêmes aspects pour l'industrie viticole. Il y a une histoire assez similaire à l'histoire argentine, parce que pendant l'apartheid, on avait vraiment un vignoble en souffrance dû à l'isolement commercial et au manque d'investissement en Afrique du Sud. Et dès la fin du régime, les vignerons se sont mis à importer de nouveaux cépages internationaux. Et c'est là qu'on a créé le pinotage, qui est un cépage qu'on trouve pratiquement exclusivement en Afrique du Sud, qui est en fait un croisement du pinot noir et du cinsault. Voilà, donc c'est typiquement sud-africain. Pourquoi? Parce que la typicité climatique et géographique de l'Afrique du Sud le demandait. En fait, on a un pays donc avec une région viticole très concentrée vers le Cap, donc comme vous voyez ici la pointe sud, avec une influence océanique extrêmement forte, hein, c'est quand même très proche de l'océan, avec un pôle sud et des vents froids très proches également, hein, on est vraiment très très bas, et avec aussi des plaines très vite, quand vous rentrez dans les terres, une chaleur assommante. Donc tout ça, c'est assez compliqué pour le vin. Donc le pinotage, c'est un bon mélange entre le pinot noir qui résiste à des températures très fraîches, nous en Alsace, en Champagne, et le cinsault, qui est vraiment un cépage du sud de la France, que vous allez retrouver dans beaucoup de rosés de Provence, dans le sud des Côtes du Rhône. Et donc, ce cépage qui résiste bien aux chaleurs et un autre qui supporte bien l'humidité et le climat tempéré, ensemble, ben ça c'est bien allié au climat sud-africain. Donc voilà, et en cépage blanc, c'est quand même très important de le mentionner puisque c'est le cépage le plus planté d'Afrique du Sud. On a le chenin blanc, qui est un cépage, par exemple, qu'on retrouve dans la Loire en France et qui apporte des arômes d'abricot, d'ananas, qui est très, très réputé pour l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs un chenin blanc, hein, c'était ma slide précédente, qui a en 2015 été élu le meilleur vin blanc du monde, un vin sud-africain qui s'appelle toujours d'ailleurs Kleine Zatze, et c'est le millésime 2013. Bon, je ne sais pas si vous allez réussir à l'acheter sur Internet parce que je crois que les bouteilles sont parties très vite
après cette belle médaille. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la qualité des vins qui peuvent être produits en Afrique du Sud. La région sud-africaine la plus connue, c'est certainement la région de Stellenbosch. C'est d'ailleurs de là que vient ce chenin blanc primé, qui est à l'ouest du pays, donc vraiment autour de Cape Town, hein. C'est là que vous allez trouver la plupart des vignes. Et son climat, comme on le disait, il est vraiment intéressant parce qu'à la fois océanique, avec des vents froids qui arrivent, mais aussi une vraie chaleur africaine qui vient du nord. On trouve en Afrique du Sud beaucoup de cépages internationaux et on peut comparer aussi la tradition de l'assemblage bordelais à ce qu'on trouve au Chili. On va trouver aussi Cabernet Sauvignon, Merlot, c'est très très répandu. Voilà, vous avez un magnifique paysage de Stellenbosch. C'est assez impressionnant comme paysage viticole. Il y a aussi de l'altitude, pas autant qu'en Argentine, mais des montagnes très présentes. Si on change encore de continent, donc on reprend le nouveau monde au sens strict du terme avec les nouveaux continents découverts et qu'on se trouve en Australie. L'Australie, c'est vraiment la terre des cépages internationaux par excellence. En fait, au tout départ, ça a été extrêmement difficile d'implanter la vigne en Australie et ça a pris plusieurs dizaines d'années. Vraiment, il y a eu de gros échecs quand les colons sont arrivés. Ils ont voulu refaire cette tradition viticole comme ils l'ont fait aux Amériques, mais ça n'a pas du tout pris de la même façon et à la même vitesse. Et maintenant, ils ont réussi à bien l'implanter. Cependant, on peut voir sur la carte qu'ils l'ont implanté seulement au sud du pays et dans des zones très spécifiques. Ben, je pense que vous imaginez que c'est parce que les zones désertiques du centre de l'Australie étaient trop compliquées pour la vigne, mais il a fallu un peu de temps aux vignerons pour le comprendre. Donc maintenant, l'Australie, ça produit une grande diversité de vins. C'est très difficile de s'arrêter vraiment sur une typicité. Mais quand même, toutes les régions, même les plus fraîches, ont ce point commun des conditions extrêmes de manque d'eau, de beaucoup de sécheresse. Même près de l'océan, en fait, en Australie, on a pas mal de sécheresse. Et les incendies australiens, que vous avez connus notamment en décembre 2019, où ils ont été dramatiques, ils ont une vraie influence. Donc, c'est pas juste la sécheresse, c'est vraiment l'incendie avec sa fumée qui va aller, en fait, vraiment toucher le vignoble et donner un goût au vin. Et ça a été vraiment difficile aussi pour les viticulteurs lors des grands incendies sur le continent australien. Voilà, donc le changement climatique et la sécheresse, c'est vraiment le grand défi viticole de cette région. J'ai choisi deux régions en Australie parce que je voulais développer un peu ce continent très divers. Donc la région de Victoria, c'est un peu le grenier à grains, si vous voulez. On y produit énormément de vin. C'est une région qui est quand même proche de la côte, donc qui jouit un petit peu d'un rafraîchissement de l'océan et qui est bordée par les montagnes. Et vous allez y trouver tous les cépages internationaux classiques. Il y a même, par exemple, à Victoria, des zones très tempérées où on peut produire des effervescents. Voilà, produire des vins effervescents, ça ne se fait que dans des zones très tempérées parce que ça demande une forte acidité. Et ben, écoutez, en Australie, c'est possible dans des régions comme Victoria. Il y a des régions aussi plus petites qu'on pourrait comparer à des AOP en France, comme certainement la plus connue, la Barossa Valley, qui se trouve elle un petit peu plus à l'ouest, du côté d'Adélaïde. La Barossa Valley, c'est une région australienne extrêmement réputée pour ses syrahs, qu'on appelle en Australie Shiraz, donc S-H-I-R-A-Z, et qui ont été très souvent comparés aux Syrah du Rhône, par exemple, aux meilleurs Syrah rhodaniens français, qui sont aussi très souvent primés. Donc voilà, peut-être l'appellation australienne la plus reconnue au monde en ce moment. Alors, je m'arrête parce que je crois que nous avons une question. Peut-on s'inspirer des cépages autochtones de ces pays chauds pour faire face au réchauffement climatique en France? Tout à fait, et c'est beaucoup étudié. Le Malbec, il est très très étudié, et on en plante beaucoup, même à Bordeaux, c'est une question qui est étudiée. Pour les cépages blancs, je ne les ai pas encore vraiment vus apparaître en France. On va plutôt s'intéresser à des cépages grecs, des cépages du sud de l'Europe, pas encore à des cépages aussi lointains. Il faut dire que c'est pas forcément les mêmes espèces de vignes et on a en fait entre les continents des maladies de la vigne assez différentes.
Donc, c'est un peu comme si vous importiez une plante ou un animal euh, qui est pas du tout vacciné ou qui n'a pas du tout les défenses immunitaires qui pourraient être nécessaires pour survivre sur un autre continent. Donc, il y a certains cépages que pour l'instant, c'est interdit d'importer. Mais c'est très étudié. Il y a beaucoup de plantations tests en France sur les cépages qui résistent mieux à la chaleur, qu'ils soient du sud de l'Europe, des Amériques, etc. Pour l'eau et le zoom sur la Barossa Valley, je vous ai mis peut-être une des marques les plus connues. Donc, c'est pas forcément le meilleur vin de la Barossa Valley, mais c'est Penfolds que vous allez retrouver dans beaucoup de boutiques. Voilà, les Shiraz de Penfolds, c'est certainement la marque la plus connue. En Nouvelle-Zélande maintenant, si on reste un petit peu en Océanie, c'est vraiment un pays extrêmement intéressant pour le vin. Déjà parce qu'il y a deux îles. L'île du Nord, elle est très chaude, donc c'est un peu l'inverse de la France. Il faut pas que vous pensiez à Roubaix et à Marseille, il faut tout inverser. Donc l'île du Nord, c'est la plus chaude en Nouvelle-Zélande, et l'île du Sud, ben forcément, elle est plus proche du pôle et c'est la plus fraîche. Et donc vous avez un territoire encore assez longiligne avec vraiment des températures très diverses entre le Nord et le Sud. L'influence maritime est également très importante. On reste sur des îles, hein, donc vous pouvez l'imaginer. Et on va trouver à nouveau beaucoup de cépages internationaux, beaucoup de cépages blancs, notamment sur l'île du Sud, qui donnent des vins blancs très frais, donc Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, des cépages typiquement alsaciens aussi, comme le Gewürz, qui s'y plaisent très bien. Je vous ai mis en avant une région particulière, bon, la plus importante hein, de Nouvelle-Zélande, qui est la région de Marlborough, qui est au nord, alors je vais vous remettre sur la carte, qui est au nord de l'île Sud. Donc c'est le point bleu que vous voyez sur la carte. J'espère que vous le voyez en assez gros pour le situer. Donc voilà, le point bleu foncé, c'est Marlborough. Ça représente quand même une très grande partie de la production de vin en Nouvelle-Zélande, avec la marque internationale la plus connue qui est Cloudy Bay et qui produit de grands sauvignons blancs. Donc, c'est vraiment devenu une région référence pour les sauvignons blancs. On compare beaucoup à la Loire en France, des vins qui sont vinifiés comme des vins blancs, frais et vifs, et qui sont vraiment reconnus mondialement. On y reviendra tout à l'heure. Je vous ai fait une petite comparaison Sancerre, Marlborough pour essayer de comprendre les points communs et les différences entre ces vins. Alors, je vous avais préparé une petite question, donc je vous publie le sondage tout de suite. Hop. Donc, quel cépage a-t-on croisé pour obtenir le pinotage? Donc, est-ce que c'est Grenache et Syrah ou Shiraz? Est-ce que c'est Riesling et Chardonnay, Pinot Noir et Cabernet Sauvignon ou Pinot Noir et Cinsault? Voilà, donc n'hésitez pas à répondre au sondage en cliquant sur la partie sondage en haut à droite de votre écran. Je vois que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Voilà, donc effectivement, c'était Pinot Noir et Cinsault, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc avec un croisement vraiment absurde hein, quand on sait où sont plantés ces cépages en France. Donc un Pinot Noir plutôt frais et un Cinsault qui adore les régions très chaudes. Bon, on a fait un petit peu le tour des grands pays viticoles du Nouveau Monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi au Nouveau Monde. Donc, quelles sont les futures stars parmi les pays qui restent à découvrir? Bon, il y en a une, hein. Je pense que le suspense n'est pas très grand, c'est la Chine. Ce tableau, il date de 2017, donc c'est le classement des pays producteurs de vin en superficie de vignoble. Et en fait, depuis, la Chine, elle est passée devant l'Espagne. Donc, c'est en Chine qu'on trouve le plus d'hectares de vignes. Il faut savoir aussi que la Chine produit pas mal de raisins de table, tout simplement pour le marché chinois. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de vignes qui vont servir à la consommation directement du fruit. Mais on fait aussi de plus en plus de vin. Les premières vignes, encore, elles ont été plantées par des missions étrangères. Et aujourd'hui, c'est vraiment un secteur clé hein, dans la planification chinoise. C'est vraiment une industrie clé à développer
pour l'export des vins chinois. Donc, bien sûr, c'est tellement vaste, la Chine, que vous allez avoir tout type de climat, mais il y a vraiment des territoires frais et très similaires à des terroirs français. Il y a notamment une région qui se distingue clairement depuis quelques années, c'est la région de Ningxia, qui est très dynamique, qui est la première AOP chinoise depuis 2013 et qui, là encore, a suivi les grands classiques. Je pense que c'est une ligne qu'on retrouve dans beaucoup de pays du Nouveau Monde et du Nouveau Monde, qui a suivi donc les célèbres assemblages bordelais avec le Cabernet et le Merlot, l'élevage en fût de chêne, etc. Ils ont vraiment gardé les codes des grands châteaux bordelais, avec également beaucoup d'investissements bordelais dans ces régions chinoises, où là encore, on a des échanges de savoir-faire, de capitaux, et tout ça se structure, puisque les grandes maisons de vin savent que c'est un pays dans lequel il va falloir investir pour le futur. Je vous ai mis par exemple Moët Hennessy, qui s'est associé à une entreprise chinoise pour se développer dans la région du Yunnan. Donc, très important. Pernod Ricard s'est positionné aussi. Et on a aussi le domaine Baron de Rothschild qui font un vin qui est de plus en plus réputé, qui s'appelle le Great Wall. Donc, on a un petit peu voyagé géographiquement, découvert plusieurs régions. Je ne sais pas si vous en connaissiez déjà dans toutes celles que nous avons citées. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui se passe dans nos verres, parce que finalement, ce qui va nous pousser à acheter ces vins du Nouveau Monde, ce sont surtout les bouteilles. Ben, ce qui se passe dans le verre, c'est assez intéressant parce qu'il y avait de grands préjugés sur les vins du Nouveau Monde, avec voilà, ils étaient trop charpentés, trop boisés, trop lourds, trop mûrs, trop sucrés. Ce seraient des vins qui manquent de personnalité. Bah, faut pas forcément tomber dans ce préjugé-là. Effectivement, à une époque, les vins argentins, les vins chiliens se sont tournés vers un style très boisé. Mais finalement, on pourrait faire le même reproche à la place bordelaise à une certaine époque. Et comme en Europe, on revient un petit peu sur ce style et c'est de plus en plus léger. Ensuite, c'est vrai que, en tout cas pour les vins rouges, mais c'est aussi vrai pour les vins blancs, on a souvent des vins un peu plus puissants, un peu plus alcoolisés, parce que produits dans des régions plus chaudes. Ça, c'est vraiment les grandes lignes, parce que comme vous l'avez vu dans la présentation, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a vraiment des régions précises dans le Nouveau Monde, même dans les Amériques, mais aussi en Océanie, en Afrique du Sud, où il y a des microclimats avec des influences océaniques, des attitudes très particulières qui vont faire qu'on va retrouver des fraîcheurs dans les vins tout à fait comparables à des vins européens que vous appréciez. Donc là encore, il faut faire un peu attention. Je sais qu'on a tendance, par exemple, à dire ah oui, mais les vins américains, ils sont faits à l'américaine, des choses comme ça. Il y a vraiment des régions, notamment des sous-régions de la Napa Valley, où vous allez avoir des choses très très fines et des vins tout à fait frais, pas du tout dans l'exubérance comme on pourrait le penser. Ce qu'il faut dire cependant, et on parlait notamment des cépages autochtones tout à l'heure, c'est que on a quand même une grande uniformisation qui s'est créée avec l'abandon de beaucoup de cépages autochtones. Donc on a parlé du Malbec, on a parlé du pinotage, mais vous voyez quand même qu'il y a quand même la plantation de beaucoup de cépages internationaux comme le Cabernet, comme le Merlot, comme le Chardonnay pour les blancs, qui est peut-être un petit peu plus facile que d'autres cépages traditionnels des pays. Et donc, c'est quand même un peu la nuance qu'on pourrait faire avec vraiment la plantation de beaucoup de cépages internationaux, une certaine uniformisation dans les vins. Si on essaye de prendre des exemples un peu plus précis et de parler de dégustation, on peut comparer Sancerre à Marlborough. Pourquoi? Parce que Sancerre, c'est une région de la Loire en France où les vins blancs sont des 100% Sauvignon blanc, tout comme Marlborough en Nouvelle-Zélande. Donc, je vous rappelle, hein, c'est cette sous-région assez fraîche de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Vous allez trouver déjà une région beaucoup plus grande à Marlborough, hein, on est x8 au niveau du nombre d'hectares, un rendement un peu plus élevé. Donc là, le rendement moyen
à Sancerre, c'est 65 hectolitres par hectare, alors qu'à Marlborough, ça va être 80. Bon, c'est plus élevé, mais ça reste dans dans le même ordre d'idée, hein. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur ça. Mais vous avez des terroirs très différents. Ça qui est intéressant, avec à Sancerre vraiment une grande minéralité des vins amenée par le silex, le calcaire, les caillottes qui sont des petits cailloux. Et à Marlborough, vous allez avoir aussi des cailloux, mais aussi beaucoup de sable et d'argile qui vont amener vraiment d'autres typicités dans les vins. Et bien que la vinification soit équivalente, ça va amener des arômes très différents. Donc voilà, peut-être que vous avez en souvenir des dégustations de Sancerre, mais donc avec des agrumes, des fleurs blanches et ce qu'on appelle pierre à fusil, qui est un petit peu cet aspect silex, très typique de Sancerre. Alors qu'à Marlborough, vous allez plutôt être sur des fruits exotiques bien mûrs et des notes herbacées. C'est assez surprenant à la dégustation. On ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit plus puissant, trop mûr, trop chaud, trop alcooleux, hein. On peut avoir vraiment deux vins blancs très frais et très agréables. Mais effectivement, les arômes courants de ces deux régions sont différents. Alors, je crois qu'on a une question. Donc Juliette nous demande si le fait que le rendement moyen soit supérieur à Marlborough signifie que la qualité est inférieure. Alors, on pourrait le supposer. Après, il faut faire attention parce que le rendement moyen, c'est une moyenne, hein, comme on l'entend. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des domaines qui vont faire des rendements encore plus serrés qu'à Sancerre. Et on ne peut pas parler d'un différentiel de qualité très important dans le sens où il y a un différentiel de rendement, il faut pas le nier, mais il n'est pas non plus exubérant. On va trouver des régions dans le monde où les rendements, ça va être plutôt à 3 chiffres et c'est quand même autre chose. Là, on reste quand même dans des choses assez précises et assez raisonnables. Voilà. Donc, oui, on peut le supposer, mais la différence, elle n'est pas extrêmement grande. Alors, du coup, on a Annabelle qui nous dit qu'elle a effectivement déjà dégusté un vin de Marlborough et elle retrouve les fruits exotiques. C'est vraiment ce qu'on dit généralement en dégustant ces vins et la grande différence, notamment l'ananas, des fruits comme ça. Donc, si on continue, on a fait une autre comparaison. Cette fois-ci pour les vins rouges. Donc là, j'ai choisi la Côte de Nuit, donc une sous-région bourguignonne, et la Russian River Valley qui se trouve en Californie, qui est très intéressante parce que on a cet imaginaire de la Californie très chaude, avec les plages de Los Angeles, mais en fait, il y a aussi vraiment des régions viticoles tempérées et tout à fait comparables à la Bourgogne. Donc là, la Russian River Valley, c'est vraiment une région de Californie qui va s'apparenter à ça. On a une taille de vignoble très différente, bien sûr. On a des rendements moyens qui commencent à être quand même assez différents. Donc voilà, pour le pinot noir, 75 hecto-hectares, c'est assez élevé. Ça reste tout à fait raisonnable, hein. On a choisi vraiment des régions très sérieuses au niveau du vin, avec des savoir-faire vraiment importants. Donc ça reste raisonnable. On a une différence avec la Bourgogne au niveau du terroir, de par l'aspect volcanique de la Russian River qui va apporter quelque chose au vin. Et on a une grande différence dans la vinification, qui est l'utilisation de fûts neufs, alors qu'en Bourgogne, on va avoir des vins qui sont moins marqués par le bois, parce qu'on va utiliser souvent du neuf, du bois de 2 ans, des fûts de 3 ans, etc. Et plus on va utiliser un fût vieux qui a connu beaucoup de vin, moins il va donner ses arômes au vin. Donc voilà, ça c'est la grande différence quand même qu'on pourrait trouver à la fin dans le verre, c'est que vous allez avoir des notes de vanille, d'épices douces, des notes de fumée bien plus importantes dans la Russian River qu'en Côte de Nuit où ça va être quand même un petit peu plus, j'allais dire fin, mais ça donne un côté péjoratif à la Russian River. Un peu plus discret, on va dire. Voilà. Mais sinon, des pinots noirs avec de la cerise rouge, des sous-bois qu'on va retrouver des deux côtés. Peut-être un côté un petit peu plus animal et un petit peu plus végétal en Bourgogne. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné une petite idée, notamment avec ces deux exemples de ce qu'étaient les vins du Nouveau Monde et comment ça pouvait se concrétiser dans un verre. Que ça vous a aussi donné envie
d'aller en déguster davantage parce que d'après ma première question de sondage, finalement, vous non plus, vous n'êtes pas des experts, moi non plus. On reste de bons Français qui connaissons bien les régions viticoles françaises, mais c'est très intéressant d'aller s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, lors d'un passage chez un caviste, je vous invite vraiment à faire ce comparatif vin du Nouveau Monde et équivalent, si on peut dire comme ça, français. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir et vous découvrir aussi, vous en découvrir aussi sur vos goûts. Donc ça peut être très intéressant. Est-ce que moi j'ai une préférence personnelle? Ah, mais moi je suis très française. Non, pour rien vous cacher, j'aime beaucoup les vins assez puissants du Rhône et j'ai eu la chance de goûter justement les Syrah de la Barossa Valley en Australie et je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que la Syrah australienne, quand on aime les vins assez charpentés, assez puissants et beaucoup de fruits, un bouquet de fruits, je pense que ça serait mon petit coup de cœur du Nouveau Monde. Voilà. Alors, je crois que j'ai dernière slide. Tout à fait. Pour vous donner rendez-vous dans un mois, on va faire en fait, on avait pris un rythme de webinaire toutes les semaines pendant le confinement. Bon, la vie a repris, mais on est ravis de vous retrouver quand même régulièrement. Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi 19 août à 19 heures, donc toujours les troisièmes mercredis du mois. Et là, on parlera d'un sujet qui sera vraiment d'actualité à ce moment-là, qui est la maturité des raisins. Le secret d'une bonne vendange, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui se jouent les jours d'avant le début des vendanges pour le choix de la date, par quelle parcelle on va commencer, comment on va vendanger, etc. Donc, l'étude de la maturité des raisins, très importante en août et on la détaillera un petit peu à l'occasion du webinaire. Voilà, je pense que la présentation est terminée. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez d'autres, de connaître vous peut-être dans le chat votre pays préféré. Est-ce qu'il y en a un qui vous a un peu plus intrigué? S'il y a, je sais pas, si la Nouvelle-Zélande vous a parlé, si le Chili, si ma description du Chili était fidèle à votre expérience des carménères et chiliens et argentins, Julienne. Peut-être un jour une vraie dégustation, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on en avait fait une il y a quelques mois, mais on la renouvellera avec plaisir. C'est toujours très agréable et je trouve que le comparatif, il est très intéressant. Ça nous permet de mieux comprendre les vins français aussi, de déguster ce qui se fait ailleurs et c'est pas plus mal parce que si on reste que sur ce qu'on connaît, c'est toujours un peu dommage. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un plaisir de passer cette petite heure avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On sera ravis de vous répondre. Et je vous souhaite soit un bon appétit, soit une bonne dégustation pour la chance de pour ceux qui auront la chance d'ouvrir une bonne bouteille. Pardon. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.